Bonsoir Jean-Marie Roche. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation du Républicain Lorrain, ici chez vous, dans votre appartement à Metz. Oui. Vous invitez le lecteur à remonter le temps avec vous, dans vos mémoires. Il suffit de vouloir publier aux éditions Serpenoise. Alors justement, je me suis plongé, Jean-Marie Roche, dans les archives du Républicain Lorrain pour un petit voyage dans le passé. Oui. Cet article date du 29 mars 1971. C'est la première photo officielle de votre première législature. Oui. Vous êtes alors le premier maire élu dans une ville de plus de 100 000 habitants. Est-ce que vous imaginez, à ce moment-là, vous, l'ancien minotier, faire une telle carrière politique? Jamais. Quand j'étais minotier, jamais. Mais, je vous dis quand même, parce que je suis honnête avec vous, j'avais quand même des ambitions un peu immodestes. Et je rêvais toujours à ce moment-là d'avoir un superbe bureau à Metz, quelque part, dans un immeuble, avec une secrétaire, avec un chauffeur et avec pas mal de pouvoir. Mais je ne pensais pas maire, je pensais chef d'une entreprise, directeur d'une entreprise. Alors, ce livre que je tiens entre les mains n'est pas pour vous un testament, mais plutôt un bilan. Oui, c'est pas un testament. D'abord, j'ai pas encore envie de mourir, et un testament, j'en ai fait un, mais uniquement pour ma famille, pour des raisons familiales. Ce livre, c'est un bilan, mais aussi une explication. À tort ou à raison, j'ai pensé qu'on pouvait s'interroger, en parcourant ma vie, sur certaines réalisations, sur certaines décisions, ou sur l'absence de certaines décisions, et je tenais à les expliquer. Alors, restons toujours en 1971. Catherine Ney, alors journaliste à l'Express, décline votre invitation à déjeuner, parlant de Metz comme d'une ville, je cite, moche et dégueulasse. Ce qui vous inspire à l'époque cette réflexion, si tu veux percer en politique et faire quelque chose de bien à Metz, il faut trouver des moyens auxquels les autres ne songent pas. Moi, j'y vois effectivement une référence directe au titre de votre livre « Il suffit de vouloir ». Vous insistez beaucoup sur votre force de persuasion tout au long de votre parcours. C'est exact. J'en avais besoin. Je me suis rendu compte très vite que c'était extrêmement important d'avoir une grande force de persuasion, mais que la force de persuasion allait aussi avec une sorte de marque d'autorité. Les gens suivent quelqu'un et se laissent persuader par quelqu'un quand ils voient qu'il est très fort et qu'il peut réaliser. Vos mémoires sont préfacées par Jean-Jacques Ayagon. En couverture, on vous voit devant Pompidou-Metz. Oui. Est-ce le projet dont vous êtes le plus fier, Jean-Marie Roche? Oui, parce que c'est le dernier, mais je suis fier de l'ensemble de mes réalisations culturelles. Je suis allé chercher l'orchestre de Radio Strasbourg, je l'ai racheté à Radio France et je l'ai mis à Metz, et c'est devenu l'Orchestre Philharmonique de Lorraine, qui est devenu l'Orchestre Philharmonique National, parce que je pensais que Metz était une ville à laquelle il manquait beaucoup de choses sur le plan culturel. J'avais commencé là. Ensuite, j'ai construit l'Arsenal, parce que je voulais une grande salle de concert, et une salle qui frappe, qui soit connue, qui ait un rayonnement. Et ensuite, je voulais quelque chose dans le domaine du musée. Et dès mes premières années de mandat, j'avais travaillé sur le musée de Metz, avec à l'époque le directeur des musées de France, qui était de Margerie, qui est devenu ambassadeur après. Et j'avais fait un grand colloque sur le musée à Metz. Et là, je voulais de nouveau, il y a une dizaine d'années, refaire quelque chose. Et j'ai pensé à un moment donné à Bernard Buffet. Ça aurait été une mauvaise idée. Je suis allé voir l'exécuteur testamentaire de Bernard Buffet. Et je lui ai dit que s'il me mettait en dépôt une centaine de toiles qu'il avait de Bernard Buffet, je construisais un musée Bernard Buffet à Metz. Alors ça n'a pas marché. Le maire de Colmar a surenchéri là-dessus pour l'avoir. Et finalement, aucun des deux l'a eu. Et quand Jean-Jacques Ayagan a parlé à Mlle Raffin d'une décentralisation, je peux appeler ça comme ça, du centre Pompidou, et qu'elle me l'a amené à déjeuner ici à Metz, j'ai vu que c'était l'occasion unique, extraordinaire, de faire quelque chose qui ferait parler de Metz dans l'Europe entière, voire dans le monde entier. Alors, je me suis jeté littéralement dessus, toujours sous réserve que mes conseillers suivent, mais je savais que j'aurais la force de persuader pour les faire suivre, et ils ont suivi à l'unanimité, y compris mon opposition. Alors Jean-Marie Roche, vous avez occupé de nombreux mandats. Parmi toutes ces fonctions, laquelle vous a le plus appris à devenir un homme politique? Apprendre à devenir un homme politique, peut-être celle de ministre, aussi celle de président de région, mais ce n'est pas les fonctions qui m'ont le plus séduit et le plus attiré. Je crois que la fonction dont je suis le plus fier, qui m'a le plus plu, dans laquelle je me sentais
le mieux, c'était incontestablement celle de maire. Pourquoi? Parce que le maire est un patron. Et que c'est un grand patron. Je dirais que pour faire un parallèle, que les deux seuls grands patrons dans l'organigramme politique français, c'est le président de la République et les maires. Parce que les maires ont été élus avec une majorité qui, dans heureusement presque tous les cas, les suit. Ils ont donc un pouvoir considérable de réaliser. Alors que les présidents de conseils généraux, les présidents de région sont obligés parfois de travailler avec des majorités de provenance disparates, ce qui ne leur permet pas d'être des grands réalisateurs, alors que maire permet d'être un grand réalisateur. Par contre, ministre permettent de jouer un rôle politique. Vous avez fait beaucoup de voyages, forcément fait beaucoup de rencontres. Laquelle vous a le plus marqué? Je crois que ce qui m'a le plus marqué, c'est probablement le pape, mais non pas parce que je suis exagérément croyant et religieux, mais parce que je pressentais chez ce pape, je l'ai rencontré 3 fois, celui qui allait faire sauter le rideau de fer, celui qui allait mettre fin au communisme. J'ai eu la même impression un peu avec Lech Walesa, que j'ai aussi rencontré plusieurs fois. Alors ces hommes m'ont marqué. Gorbatchev m'a marqué comme l'homme qui allait changer le système soviétique. Je l'ai moins vu et je l'ai moins approché. Je n'ai pas beaucoup discuté avec lui-même, alors qu'avec le pape, j'ai pu parler. Avec Walesa, je l'ai invité à dîner, j'ai parlé avec lui aussi. Helmut Kohl? Alors Helmut Kohl, je l'ai souvent vu. Helmut Kohl parlait un peu le français, mais moi je parlais couramment l'allemand. Alors Helmut Kohl m'appelait Jean-Marie, et moi je l'appelais Monsieur le Chancelier. Mais on s'entendait très bien. Il croyait même, c'est une erreur qu'il a faite, et à laquelle il a longtemps cru, il croyait même que nous étions nés le même jour, alors qu'il y a quand même 2 mois de différence de moi. Vous avez été vous aussi fasciné par François Mitterrand. Vous dites que ça a été le plus grand président de la République. Oui, François Mitterrand était le plus grand président de la République. D'abord, il est resté 14 ans. 14 ans, oui. Ensuite, il avait une culture immense. Ensuite, il avait à titre personnel un détachement très fort de l'argent, ce qui est rare avec les hommes politiques. Il avait peut-être des amis qui étaient plus proches des préoccupations financières personnelles, mais ça ne changeait rien pour moi, parce que, je dis, tous les présidents de la République ont, malheureusement ou heureusement, autour d'eux des gens qui sont très riches et pour qui l'argent joue un rôle important. Et François Mitterrand était un homme profondément humain, et il y avait une sorte de contact qui passait entre lui et moi, qui était peut-être dû au fait que c'est à Metz qu'il a découvert, ce qu'il n'a pas découvert, qu'il a ressenti les premières douleurs de son cancer et que je me suis occupé de lui ce soir-là. Alors ça crée forcément un lien, je crois. Le 11 juin 87, toujours dans notre journal, vous recevez le Grand Prix de la littérature de micro-informatique pour votre livre Le Laminoir et la puce. Ce livre était, je vous cite, pour vous l'opportunité de faire passer un message d'espoir pour la Lorraine et au plan national de tirer une sonnette d'alarme. Vous vous interrogez notamment à l'époque sur la place de l'Europe, la place de la France, de notre région, dans une société qui était en pleine mutation. Est-ce que, quand on voit la position de la Lorraine aujourd'hui, qui traverse sa crise la plus grave depuis 1930, est-ce que vous pensez que la technologie est une réponse? Je crois que la technologie est certainement une réponse, mais il n'y a pas que celle-là maintenant. L'ère technologique a joué un rôle considérable dans les années 80-90. On vit toujours sur cette pente, mais il faut encore autre chose. Et pour moi, l'Europe, en elle-même, Europe, et j'y crois toujours à l'Europe, est une réponse. Et pour la région ici, le transfrontalier est une grande réponse. Seulement, la plupart des hommes politiques mosellans qui ont réussi en Moselle ne sont pas des Lorrains, comme moi d'origine. Ce sont des gens qui viennent de départements qu'on appelle ici les départements de l'intérieur. C'est-à-dire, Dominique Gros, il est de la Bourgogne, Masseret, il est de Cussac dans l'Allier, Philippe Leroy était du Nord. Ces gens-là viennent de l'extérieur. Et ils n'ont pas, je crois, je pense, à tort ou à raison, cette sensibilité transfrontalière que j'avais. J'ai toujours pensé qu'en alliance avec le Luxembourg et avec l'Allemagne, on ferait beaucoup mieux qu'en fait tout seul. Mais ça n'a jamais été, ça, inscrit dans les lignes directrices de la France. On n'a jamais laissé les préfets aller beaucoup plus loin
Et on ne souhaitait pas du tout que les élus, j'en sais quelque chose, jettent des ponts par-dessus les frontières. Alors vous êtes né à Frauenberg, oui. Il y a 80 ans. Je suis né à Sarreguemines, mais le quartier de... Frauenberg est une partie maintenant de Sarreguemines, mais seulement ma mère est allée accoucher à l'hôpital de Sarreguemines, mais nous vivions à Frauenberg. On connaît votre attachement, vous venez de le dire encore à l'instant, aux relations transfrontalières. Que pensez-vous du couple franco-allemand justement pendant cette crise? Je trouve qu'il est relativement bien équilibré. D'abord, je comprends assez bien Angela Merkel quand elle dit « Nous sommes un pays très fort, nous avons su surmonter tous nos problèmes, nous avons fait la réunification il y a 20 ans, nous l'avons payé et malgré ça, nous sommes les plus riches d'Europe. Donc, il n'y a pas de raison que nous partagions trop facilement ce qui est de notre gain. » Mais je comprends aussi très bien la préoccupation de Nicolas Sarkozy qui dit « On a fait l'Europe, eh bien, il faut une certaine solidarité. » Alors, c'est vrai, vous avez été le meilleur élève d'Europe jusqu'à présent, mais nous-mêmes, nous rentrons dans le rang, alors il faut que la solidarité joue aussi. Alors, petite anecdote, vous n'avez non pas écrit ce livre, ces mémoires, mais vous les avez dictés. Vous, le féru de Mac et de nouvelles technologies, racontez-nous. Je n'aurais jamais eu le courage d'écrire un livre, ni à la main, j'écris très mal, j'ai une mauvaise écriture, ni en tapant avec 2 doigts, parce que je ne me suis jamais servi d'informatique beaucoup pour faire des textes, mais pour plutôt accéder au savoir. Alors je ne tape très mal, je n'ai jamais appris à taper sur une machine. Et quand j'ai découvert ce logiciel du Mac, qu'on appelle le Dragon, je suis allé l'acheter, ici à Metz, je l'ai essayé, et j'ai vu qu'il avait la possibilité de traduire ce qu'on disait avec une fidélité de plus de 90-95%. Alors ça m'a séduit et ça m'a encouragé de faire un livre là-dessus. Et simplement après, il faut relire parce qu'il faut corriger certains noms propres que l'appareil comprend mal. Parfois aussi, il y a un petit contresens qu'il faut corriger. Après, il faut corriger les éventuelles fautes d'orthographe. Il n'en fait pas beaucoup, mais il en fait quand même. Mais après, le plus dur, c'est qu'il faut le réécrire en langage écrit parce que le langage parlé n'est peut-être pas le plus facile à lire. Est-ce que ça vous donne envie, justement, cette facilité technologique d'en écrire un autre? J'y songe. J'aimerais bien écrire un autre livre. J'aimerais bien écrire sur une réflexion qui concerne le pouvoir et l'argent. Ce sont 2 choses qui sont souvent étroitement liées aux hommes politiques. Alors justement, les hommes politiques, l'argent, transition pour cette dernière question. Alors on connaît votre passion pour la photographie. Moi, je voudrais savoir quel regard vous portez, vous, aujourd'hui, sur ces présidentielles qui arrivent, vous qui dites avoir perdu les municipales à cause des divisions de la droite. Je vais peut-être vous surprendre. Alors, je vais prendre des précautions oratoires pour ça. Je ne suis pas un fanatique de Sarkozy. Et même, lors des dernières élections, j'ai pris la parole ici à Metz, en sa faveur, lors de son meeting messin. Mais aux élections municipales, j'ai l'impression que l'équipe Sarkozy m'a laissé tomber et qu'elle n'a pas mis tout en œuvre pour, si je puis dire, réduire le nombre de listes de droite au municipal. Ils ont soutenu les uns et les autres, ils ont laissé aller les uns et les autres, et ce qui finalement a fait que Metz est passé à gauche. Donc, je suis quelqu'un de prudent. Mais en regardant simplement les choses, je pense que Sarkozy va gagner. Parce qu'il y a 1 an, je vous aurais dit c'est Strauss-Kahn qui va gagner. Bon, il a eu les avatars qu'on connaît. Et ensuite, j'ai trouvé que Hollande était un type pas mal. Parce que Hollande était un homme de gauche, mais qui comprenait l'économie et qui savait qu'on ne peut pas faire du social sans bonne économie. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que Hollande flotte un peu, qu'il n'est plus très sûr de lui. À cause des Verts, à cause de la question du nucléaire? Pas à cause de ça, mais à cause de la manière qu'il n'arrive pas à réduire ces problèmes-là et à imposer ses volontés et à s'imposer comme seul chef. On revient à ce que vous disiez. On revient à ce que je dis dans mon livre. Et je dis tout ça donne de nouveau de grands espoirs à Nicolas Sarkozy.